7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Le procès prévu hier devant la 3e chambre civile du tribunal de Dakar est renvoyé au 22 juillet prochain à la demande des avocats d'Ousmane Sonko. Celui-ci pour permettre aux avocats de l'actuel président de l'Assemblée nationale de répondre aux conclusions déposées. La Coupe du monde de football démarre aujourd'hui. La 23e édition se joue avec près de 1250 footballeurs, 48 équipes, 104 matchs. Le match d'ouverture aura lieu au stade Azteca de Mexico et oppose l'un des pays organisateurs, le Mexique et l'Afrique du Sud. Et puis l'Inter et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Nous parlons de l'immigration clandestine. Malgré les nombreux drames enregistrés en mer et les campagnes de sensibilisation, les départs des migrants vers l'Europe se poursuivent depuis les côtes du Sénégal et de la Gambie. Chômage, manque de perspectives économiques et quête d'un avenir meilleur continuent de pousser de nombreux jeunes à emprunter la route migratoire irrégulière. Boubacar Seye, spécialiste des questions migratoires, revient sur les principales causes de ce phénomène qui demeure une préoccupation majeure pour les États de la sous-région. Boubacar Seye, que je vous propose de suivre, il est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. La multiplication des départs de pirogues est avant tout le reflet d'une profonde crise de l'espoir. Ces départs révèlent un malaise social très profond. Derrière chaque embarcation qui quitte les côtes sénégalaises, il y a des jeunes qui ne voient plus suffisamment de perspectives d'avenir dans leur propre pays. Le chômage, la précarité, les difficultés économiques et le sentiment d'attendre indéfiniment une amélioration de leur situation nourrissent cette désillusion. Ces départs aussi traduisent un manque de confiance dans l'avenir. Lorsque des jeunes sont prêts à affronter l'océan, les naufrages, la prison ou l'expulsion, c'est parce que souvent qu'ils considèrent ces risques comme moins lourds que l'absence de perspective. Le phénomène, entre-temps, est devenu structurel. Aujourd'hui, le doute a tellement perforé notre environnement socio-culturel au point que la plupart des jeunes pensent que leur avenir n'est plus ici au Sénégal. Et tant que des milliers de jeunes continueront à croire que leur avenir est ailleurs, les départs se poursuivront. La réponse durable réside dans l'emploi, les opportunités, surtout dans la capacité de redonner de l'espoir à toute une génération. Et toujours dans ce sujet de migration clandestine, un des causes qui pourrait être le changement climatique. Ainsi, lors du lancement du programme Castral, future initiative jeunesse pour la résilience climatique côtière et entrepreneuriat vert en Afrique de l'Ouest, Cheikh Tidiane Gadio a alerté sur le lien entre les effets du changement climatique et la recrudescence de la migration irrégulière des jeunes. Selon lui, face à la dégradation des conditions de vie dans plusieurs zones côtières, les gouvernements africains doivent prendre leurs responsabilités en offrant davantage d'opportunités à la jeunesse africaine. Cela pour éviter que le désespoir ne pousse de nombreux jeunes à l'exil. Je vous propose le compte rendu de Sira Béatrice Ndion et de Fallou Sek. Le projet Coastal Future Initiative Jeunesse pour la résilience climatique et entrepreneuriat vert en Afrique de l'Ouest vise à former et sensibiliser des jeunes aux enjeux du changement climatique et à promouvoir des solutions durables face aux défis environnementaux. L'exemple de Bargny, localité fortement touchée par l'érosion côtière, a été mis en avant. Selon Fanta Kamara, directrice de la planification du projet, cette initiative entend renforcer la capacité des jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs de la résilience climatique et du développement d'une économie verte. Les pays côtiers africains qui ont été choisis, en l'occurrence le Sénégal, Ghana, Libéria, Guinée et Sierra Leone, sont des pays qui sont véritablement victimes du changement climatique, mais également où regorgent des jeunes aujourd'hui qui peuvent faire quelque chose. Donc pour nous, on ne doit pas se projeter vers l'horizon, disant qu'on va attendre encore des années encore pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais pour nous, c'est actuellement qu'on doit agir.
On agit en formant les jeunes, on agit en initiant les jeunes sur tout ce qui est entrepreneuriat vert. L'érosion côtière a également d'importantes conséquences sociales. La perte des moyens de subsistance pousse de nombreux soutiens de familles à migrer. Prenant la parole lors de la cérémonie, Cheikh Tidiane Gadio a interpellé les gouvernements africains sur leurs responsabilités envers la jeunesse. J'ai eu la chance de participer à des discussions avec les Espagnols, par exemple. On a signé des accords. J'ai participé à tous les débats à l'époque sur la migration, y compris contre le point de vue des ministères français de l'immigration, de l'intérieur, etc. Le problème souvent est très mal posé par les autres partenaires parce qu'ils voient une invasion venant de nos pays après avoir contribué à créer justement tous ces problèmes que nous avons chez nous ici. Nous ne sommes pas les auteurs de tous ces troubles qui se passent chez nous. Et quand ça manque de perspective pour nos jeunes, on dit aux jeunes restez. C'est très bien, mais restez pour faire quoi? Ça interpelle les gouvernements africains, leurs responsabilités par rapport à leur jeunesse. Face à l'avancée de la mer et la multiplication des défis environnementaux, les participants ont insisté sur l'urgence d'agir pour transformer les menaces climatiques en opportunités de développement et d'emploi pour la jeunesse africaine. Et nous restons dans cette activité venue représenter l'Assemblée nationale à la cérémonie du lancement du projet Coastal Future. Le président Ousmane Ciss, deuxième vice-président de la Commission développement durable et de la transition écologique, a invité les autorités du ministère de l'Environnement à accompagner ce projet, notamment à travers l'introduction de l'éducation environnementale dans les établissements scolaires. Le député Ousmane Cissé est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Fallou Seck. La présence ici se justifie en tant que deuxième institution du pays, mais surtout la commission chargée de l'environnement et de la transition écologique. Je pense que compte tenu de l'urgence de la situation, je l'ai dit tantôt dans mon discours, compte tenu des défis qui nous attendent, l'idée est de venir ici apporter notre soutien institutionnel. Et nous savons qu'en ce qui concerne la résilience climatique, l'Assemblée nationale a un rôle primordial à jouer. Non seulement en tant qu'entre dans lequel nous votons les lois, mais surtout à travers la commission des délégations également, par excellence, le lieu où l'on se met au suivi véritablement de ces lois-là. Je donne pour exemple le fait que la loi plastique ait été votée, mais jusqu'à présent, des mesures concrètes peinent à venir. Aujourd'hui, nous sommes là en parlant de cette résilience-là côtière et nous constatons que Dakar fait partie de ces villes-là les plus polluées en termes de déchets plastiques. Et je pense que c'est une problématique au-delà du fait qui touche tout le pays, toutes les villes côtières comme Saint-Louis, comme Bargny, comme Rufisque, etc. C'est une problématique, je pense, qui requiert et qui nécessite la synergie des actions au niveau sous-régional. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale de recouvrement a lancé hier à Dakar un séminaire stratégique de haut niveau destiné à identifier les leviers de redressement de sa situation financière, comptable et patrimoniale. La rencontre qui réunit des représentants de la présidence de la République, de la primature, des organes de gouvernance ainsi que des experts et partenaires doit permettre de passer au crible plusieurs défis majeurs dont les non-valeurs d'actifs, les dettes croisées avec l'État et les capitaux propres négatifs afin de dégager des recommandations concrètes pour consolider la gouvernance et assurer la pérennité de l'institution. Je vous propose de suivre les explications de Maître Babacar Ndiaye. Il est le directeur général de la Société nationale de recouvrement. Ce séminaire-là avait posé effectivement les jalons d'une modification sur les textes qui encadrent la SNR, à savoir la loi qui porte en création de la SNR, mais aussi le décret qui encadre aussi le statut de la SNR. Concernant la loi de 91, nous avons estimé au cours de ces réflexions sur le devenir de la SNR qu'effectivement la SNR a arrivé à un moment où il faut penser, il faut réfléchir sur la nécessité effectivement d'étendre ses prérogatives qui donnent à la SNR la compétence de recouvrer effectivement au-delà des créances publiques de ce qu'on appelle des créances commerciales. Et la SNR est héritier effectivement de plusieurs banques qui ont été dissoutes. Il s'agissait de 7 banques qui ont été dissoutes à la suite de la restructuration de 1991, cette restructuration qui date même avant 1991. Et l'État
pour effectivement satisfaire les conditionnalités qui ont été posées par les bailleurs de fonds, devait effectivement dissoudre ces banques qui étaient totalement déficitaires, dont BSK, BNDES, Assurbank, Sonabank, Sénésudit. Toutes ces structures-là étaient des structures bancaires mais qui étaient déficitaires. Et l'État, pour continuer à bénéficier de l'accompagnement des bailleurs de fonds, l'État devait effectivement dissoudre ces structures-là. Ces structures qui étaient déficitaires, leurs passifs ont été transférés à la SNR. Et puis en plus bref, l'Ordre des avocats du Sénégal constate l'installation depuis quelques mois de cabinets d'avocats étrangers sur le territoire national, notamment à Dakar. Selon l'Ordre, ces implantations se font au mépris total des principes essentiels d'exercice de la profession d'avocat et des règles de déontologie les plus élémentaires. Dans un communiqué et puis diffusé hier par le bâtonnier Maître Ali Fall, l'Ordre dénonce donc l'installation anarchique d'avocats inscrits à un barreau situé en dehors de l'espace UEMOA ainsi que des cabinets basés hors de cet ensemble communautaire en totale violation de tous les principes et règles y gouvernant l'exercice de la profession d'avocat. Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Le tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 22 juillet 2026 l'audience portant sur une villa située à la cité Keur Gorgui. Un report demandé par les avocats du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko afin de répondre aux conclusions de la partie adverse. Derrière ce litige immobilier se cache l'exécution de la condamnation de 200 millions de francs CFA prononcés contre Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation liée au Prodac. Un récit de Mame Sokhna Dramé. Le feuilleton judiciaire entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko se poursuit devant les tribunaux. Mercredi, le tribunal de grande instance de Dakar a décidé de renvoyer au 22 juillet prochain l'affaire portant sur une villa située à la cité Keur Gorgui. Le report a été sollicité par les avocats d'Ousmane Sonko qui souhaitent disposer d'un délai pour répondre aux conclusions déposées par la partie adverse. Cette procédure trouve son origine dans l'affaire de diffamation qui avait opposé les deux hommes en 2022. À l'époque, Ousmane Sonko avait accusé Mame Mbaye Niang d'irrégularité présumée dans la gestion du programme des domaines agricoles communautaires, plus connu sous le nom de Prodac. Estimant son honneur atteint, Mame Mbaye Niang avait saisi la justice. En mars 2023, Ousmane Sonko avait été condamné pour diffamation et au paiement de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Aujourd'hui, le différend porte sur l'exécution de cette décision. Mame Mbaye Niang accuse Ousmane Sonko d'avoir transféré une maison de la cité Keur Gorgui au nom de membres de sa famille afin d'échapper à d'éventuelles mesures de saisie. Il demande l'annulation de cette mutation immobilière qu'il juge frauduleuse. La défense d'Ousmane Sonko rejette ces accusations et soutient que les opérations effectuées sur le bien respectent les dispositions légales. 3 ans après le procès en diffamation, la bataille judiciaire est loin d'être terminée. Cette fois, ce ne sont plus les accusations autour du Prodac qui occupent le devant de la scène, mais une maison devenue le symbole d'un affrontement qui continue de marquer la vie politique et judiciaire sénégalaise. Le 22 juillet prochain, les regards seront de nouveau tournés vers le tribunal, où pourrait se jouer un tournant décisif dans ce dossier aux multiples enjeux. Face à la crise économique et financière notée il y a quelque temps au Sénégal et les défis diplomatiques, le Sénégal est en train de redorer son blason économique et s'affirme sur les chantiers diplomatiques. Serait-il un nouveau départ vers une stabilité financière et diplomatique? Je vous propose cette réflexion d'Ibrahima Khalil Djemé. Le Sénégal est en train de gagner petit à petit la confiance des partenaires bilatéraux dans le cadre de la diplomatie intérieure après des moments tumultueux notés quelque temps sur la crise économique actuelle au Sénégal. Le pays de la Teranga gagne du terrain dans ce sillage. Le Fonds monétaire international s'approche du Sénégal afin de renouer le dialogue avec les autorités actuelles. Le FMI annonce l'envoi d'une mission à Dakar dans la semaine du 15 juin afin de poursuivre les discussions avec le gouvernement sénégalais. Quelques jours après, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye reçoit un envoyé spécial de son homologue mauritanien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, était porteur de messages du président Ould Ghazouani de la Mauritanie. Le 30 mai dernier, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'envole vers la Gambie à la rencontre de son homologue
homologue Adama Barrow. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations du Sénégal et la Gambie. Le président de la République du Bénin, Raymond Ouadani, lui aussi a effectué une visite d'amitié et de travail au Sénégal. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et financière et les défis sécuritaires sur l'espace ouest-africain. Sur un autre angle, le Sénégal poursuit l'élargissement de sa diplomatie sur le continent africain. Après Abidjan et Freetown, les autorités sénégalaises se mobilisent sur la candidature du général Biram Diop à la présidence de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec une étape effectuée à Lomé où le président Faure Gnassingbé Eyadema a reçu la délégation du Sénégal. Le Sénégal entend ainsi redorer son blason sur les défis de la diplomatie continentale, garant de la stabilité du pays et le décollage vers la conquête de nouveaux départs basés sur la confiance et le respect du partenariat gagnant-gagnant. Le reportage du jour au cœur du quartier résidentiel du Point E, une situation préoccupante continue d'alimenter la colère des riverains. Depuis plusieurs mois, des eaux usées stagnent et s'écoulent le long d'une artère très fréquentée, située à proximité immédiate de l'Institut supérieur de management ISM et du lycée d'excellence Birago Diop, exposant habitants, élèves, étudiants et usagers à de sérieuses nuisances. Les riverains rencontrés pointent du doigt la Géroute et l'ONAS tout en interpellant l'État du Sénégal. C'est un reportage de Bénédicte Sagnan et de Cherti Janssen. Nous sommes au Point E. Ici, des eaux stagnantes et des odeurs persistantes perturbent le quotidien des riverains et des établissements scolaires, suscitant des inquiétudes sanitaires dans ce quartier résidentiel de Dakar. On est très fatigué. J'ai fait le constat. L'eau est stagnée depuis environ 2 mois. Toute cette situation est causée par la Géroute. Depuis qu'elle a commencé ses travaux pour les JOJ et pour ONAS également, on vit la même situation. L'Office national, à peine arrivé, rebrousse chemin. Vraiment. Nous les riverains interpellons l'État du Sénégal. Sur quelques kilomètres, les eaux usées dégagent des odeurs nauséabondes et dégradent considérablement le cadre de vie. La circulation des piétons est rendue difficile et les riverains dénoncent une situation devenue insupportable. Bientôt les JOJ et la piscine olympique fait partie des lieux choisis. Donc les autorités sénégalaises doivent nous venir en aide. Comme vous avez fait le constat, cette eau usée nous dérange grave. Nous interpellons l'État encore une fois, car nous avons besoin de lui. Et puis on trouve la même situation partout au Point E. Même son de cloche pour ce riverain. On a 3 jours, 4 jours, une semaine. Tu vois, il y a le maire qui passe par là tous les jours. Il a bien vu ce que nous traversons. Et jusque-là, il n'est même pas venu pour s'enquérir de notre situation ou même trouver une solution. Je blâme l'ONAS qui jusque-là, nous ne voyons pas son travail. Cette eau usée dégage une odeur nauséabonde. En plus, il y a l'école qui est là, à proximité. La fois passée, 2 élèves sont tombés dans le trou. On note beaucoup de dangers. Selon plusieurs témoignages, les services de l'Agence des travaux et de gestion des routes et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal auraient déjà été alertés à plusieurs reprises. Cependant, les populations dénoncent l'absence de solutions durables et regrettent que les responsabilités semblent se diluer entre les différentes structures concernées. Face à cette situation, les habitants du Point E lancent un nouvel appel aux autorités compétentes afin qu'une intervention rapide soit engagée. Ils espèrent que des mesures concrètes permettront de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme un péril sanitaire et hygiénique au cœur de leur quartier. Merci beaucoup Bénédicte Sagnan. Ce reportage met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Que nous démarrons en Guinée, éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage, c'est dans le sud-est du pays. Selon un bilan provisoire, le glissement de terrain survenu lundi 8 juin a fait au moins 11 morts ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus. Ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or. 2
2 jours après le drame, les opérations de recherche qui se déroulent dans des conditions particulièrement difficiles en pleine saison des pluies alors que le matériel fait défaut se sont poursuivies hier mercredi 10 juin pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres victimes ensevelis sous les décombres. Alors, en République démocratique du Congo, alors que l'épidémie d'Ebola continue d'affecter la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, la riposte sanitaire humanitaire s'organise, notamment avec l'aide de l'Union européenne qui a mis 170 millions d'euros sur la table. Le week-end dernier, la commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises s'est rendue une nouvelle fois dans l'est du pays, à Bunia, l'épicentre de la maladie. Et au Moyen-Orient, ce matin, les États-Unis ont mené de nouveaux bombardements contre l'Iran qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires à Bahreïn, en Jordanie et au Koweït et promis de prendre pour cible tous les riverains s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. Les frappes ont été déclenchées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre. Israël a poursuivi ses frappes au Liban hier, faisant au moins 12 morts, selon une source médicale à l'AFP. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a quant à lui appelé les Libanais à rejoindre la lutte de son pays contre le Hezbollah pro-iranien. À présent, c'est la page sportive. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. L'actualité phare de ce jour, c'est le démarrage de la Coupe du Monde aujourd'hui au Mexique. Oui, vous l'avez dit, au Mexique. C'est donc ce pays qui accueille la cérémonie d'ouverture dans l'antre mythique du stade Azteca de Mexico avant la rencontre Mexique-Afrique du Sud, puisque ce sera donc le match d'ouverture. Nous y reviendrons. Mais la Coupe du Monde 2026 qui démarre aujourd'hui cette année marque bien sûr une édition inédite à plus dont titre. C'est la première Coupe du Monde organisée conjointement dans 3 pays, notamment l'Amérique, le Canada et le Mexique. Et également une première Coupe du Monde avec 48 nations constituées donc en 12 groupes de 4. Abdou Sarr nous fait d'ailleurs le point dans ces groupes. Dit 11 juin, la Coupe du Monde 2026 débute officiellement en Amérique du Nord. Une édition historique puisqu'elle est organisée pour la première fois par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Autre nouveauté majeure, la compétition passe de 32 à 48 équipes réparties dans 12 groupes de 4 nations. Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours jusqu'à la finale prévue le 19 juillet. Dans le groupe A, le Mexique, pays hôte, sera accompagné de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie. Le groupe B réunit le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse. Le Brésil partagera le groupe C avec le Maroc, Haïti et l'Écosse, tandis que les États-Unis évolueront dans le groupe D avec le Paraguay, l'Australie et la Turquie. L'Allemagne hérite du groupe E avec la Côte d'Ivoire, l'Équateur et Curaçao. Les Pays-Bas, le Japon, la Tunisie et la Suède composent le groupe F. Dans le groupe G figurent la Belgique, l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, alors que l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert se retrouvent dans le groupe H. Les supporters sénégalais auront les yeux rivés sur le groupe I, où les Lions de la Teranga affronteront la France, la Norvège et l'Irak. L'Argentine, championne du monde en titre, évoluera dans le groupe J avec l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Le Portugal, la Colombie, la RD Congo et l'Ouzbékistan composent le groupe K, tandis que l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama ferment la marche dans le groupe L. Le coup d'envoi sera donné au stade Azteca de Mexico avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, lançant ainsi le plus grand mondial jamais organisé. Merci Abdou Sarr pour ces détails. Fatou Abdou Diaye, c'est une Coupe du Monde exceptionnelle. Une Coupe du Monde organisée en 3 pays. C'est la première fois dans l'histoire de cette discipline. Une Coupe du Monde également de 48 nations. Ce qui signifie que le nombre de matchs s'augmente, ce qui signifie que l'intensité s'augmente. Ce sera exceptionnel cette Coupe du Monde. 104 matchs, 1250 footballeurs. C'est exceptionnel, vous l'avez dit. Oui. Organisé par 3 pays. Le Mexique, le Canada et les États-Unis. Oui, ce sera donc en tout cas une Coupe du Monde. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les férus du foot vont se régaler. Mais d'après certaines informations de la Radio France Internationale, les prix des billets sont quand même très chers.
excessivement cher. Et d'ailleurs, certains supporters sénégalais qui sont là-bas, puisque je le précise que le Sénégal n'a pas déplacé de supporters, notamment en tout cas la délégation des 12e Gaïdé. Mais certains supporters qui vivent, en tout cas en Amérique, ont déjà alerté sur la cherté de ces billets et appellent d'ailleurs la Fédération sénégalaise de football à, en tout cas, intervenir pour qu'ils puissent aller accompagner justement donc les Lions du Sénégal. Je rappelle que le Sénégal, Fatou Abdou, est dans le groupe I et jouera son premier match le 16 juin. Parlant d'ailleurs de cette Coupe du Monde, nous y restons. Certains pour finir de la Coupe du Monde de la démesure, sous les spectateurs de Donald Trump, bien sûr. C'est dommage. La cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde, Fatou Abdou, va donc se tenir ce soir à partir de 17h GMT, bien sûr, au Sénégal. La FIFA a confirmé que la chanteuse colombienne Shakira et la chanteuse nigérienne Burma Boy interpréteront notamment Dai Dai, je l'avais dit donc ici, et présenter cette chanson, l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Le ballon officiel de cette campagne s'appelle l'Adidas Trianda. Ce ballon a été donc dévoilé par Adidas. Son nom signifie littéralement 3 vagues en espagnol, en hommage aux 3 pays hôtes de la compétition, le Canada, le Mexique ainsi que les États-Unis. Toutes les informations de cette Coupe du Monde, Fatou Abdou, vous seront données, Inch'Allah. Et ce sera bien sûr avec vous et toute l'équipe du Desk Sport sur Solo Média, des émissions qui vous feront vivre les matchs du Sénégal aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Merci beaucoup à Aimé Senghor. Nous restons bien sûr avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, des sujets multiples et variés sont à la une des quotidiens ce jeudi. Solo met en exergue le différend entre Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale, leader